Charles, Vincent et Valentine sont tous les trois en quête de leur origine. Chacun d'entre eux a vécu une histoire forte qui a marqué sa vie. Donc j'ai été abandonnée sur ce tas de carrelage que vous voyez là. J'envoie un test ADN, le résultat arrive et donc du coup, effectivement, il s'avère que c'est pas moi le père de l'enfant, quoi. Donc je lance le test et puis on va envoyer. On va aux États-Unis et puis on verra. Voici leur incroyable histoire. Is it possible to talk to Mr. James Collet, please? You're talking to him. Go ahead. Là, c'est quelque chose de... ça arrive une fois dans sa vie et c'est effectivement un choc. Je suis née le 3 octobre 2001 à Quéry-la-Motte, ou du moins c'est là qu'on m'a retrouvée puisque j'étais abandonnée à la naissance dans un chemin de terre qui longeait la route de Quéry-la-Motte. Donc j'ai été abandonnée sur ce tas de carrelage que vous voyez là, dans ce chemin. Donc ici nous sommes à peu près à 200 mètres de la route. C'était une belle journée apparemment, il faisait aux alentours de 10 degrés, donc pour un mois d'octobre ça va encore. Alors je sais que j'ai été abandonnée vers 9 h, que j'ai été retrouvée vers 16 h, 16 h 30 par un homme qui promenait son chien, que tout de suite j'ai été amenée dans le bar du coin. Juste quand on m'a amenée au bar, je suis devenue bleue parce que forcément autant d'heures quand on vient de naître dehors, forcément on attrape froid. On est allé à l'hôpital, j'avais pas de problème de santé particulier. J'y suis restée un peu, puis j'ai été à la pouponnière. Elle était à Dainville. Et ensuite, 2-3 mois plus tard, j'ai été adoptée par mes parents. Ça faisait 5 ans qu'ils attendaient pour adopter. J'ai toujours su. Donc en fait, mes parents ils m'ont toujours lu des histoires d'un petit lapin qui se faisait abandonner, puis qui se faisait adopter, qui était aimé par ses parents adoptifs, comme si il n'avait pas été adopté, etc. Donc en fait, j'ai vite compris que le petit lapin, c'était moi et que maman elle essayait de me faire comprendre que moi aussi j'avais été adoptée, mais c'est pas pour autant qu'il m'aimait moins que si je ne l'avais pas été. Mon enfance, elle a été super cool. J'étais une enfant comme les autres, un petit clown. Toujours énergique. C'est plutôt vers l'adolescence que ça a commencé à pêcher parce que forcément, l'adolescence déjà c'est pas facile alors qu'en plus on a des petits soucis comme cela, c'est un petit peu compliqué. Des crises contre mes parents, contre le monde entier en fait. J'étais en colère contre tout le monde, même contre moi-même. Mais c'est mes parents qui en ont fait les frais malheureusement pour eux. Que déjà il y avait le fait que j'avais 16 ans, donc il y a la crise d'ado qui rentre un peu en jeu, on est au lycée, etc. Mais moi ça a été décuplé par rapport à mon abandon du coup, parce que forcément il y a le syndrome d'abandon qui fait que j'ai toujours peur qu'on me laisse tomber, que mes copines qu'elles arrêtent de me parler, que mon copain il me quitte, que mes parents ils m'aiment plus. Donc en fait je testais tout le monde, donc c'était violent mais ils ont tenu le bon. En fait, ce qui a déclenché la volonté de faire mes recherches, c'est tout simplement le mal-être que je ressentais à l'intérieur de moi. En fait, au moment où j'ai compris que c'était lié à mon abandon, j'ai décidé de faire en sorte que je me débarrasse de ce mal-être. J'ai fait mes premières recherches à 16 ans. En fait, vu que j'ai vu que ça me touchait énormément et que je me posais beaucoup de questions, je me suis dit que pour être en paix, j'avais juste à chercher et à essayer de trouver un maximum d'informations. J'ai décidé, je crois que c'est la veille, j'étais en train de faire mes devoirs, j'étais en train de regarder Naruto et là je me suis dit j'ai envie d'avoir des informations et tant pis si c'est un petit peu brutal de toquer aux portes pour dire je suis un bébé abandonné mais s'il vous plaît donnez-moi des infos. Je me suis dit je vais le faire quand même, j'ai demandé à mes copines, Célia elle a dit ok je viens avec toi. On y allait toutes les deux avec mon chien. En fait, quand je suis arrivée à Quéry-la-Motte, j'étais hyper déterminée et quand j'ai une idée quelque part, je l'ai pas ailleurs, comme dirait mon père. Quand je suis arrivée, j'ai juste dit allez, maintenant on cherche, on trouve quoi. J'étais pas dans l'optique de faire machine arrière. Donc c'est la première fois que je reviens sur ces lieux. Je suis assez choquée de la distance qui sépare l'endroit où j'ai été retrouvée et la route. On est quand même à plus de 200 mètres. Donc je me dis qu'il n'y avait pas vraiment une intention de me laisser en vie, en quelque sorte. J'ai commencé par le bar forcément parce que mes parents m'avaient dit que c'était là que j'avais été amenée après avoir été retrouvée pour être au chaud. Ils n'avaient pas d'informations. Du coup, je suis allée à la première porte que j'ai vue et la première personne qui m'a ouvert la porte m'a dit « Le monsieur qui a retrouvé le bébé, il habite en face de chez moi ».
Alors je suis allée toquer, Maurice n'était pas là, enfin il avait fermé tous ses volets, en même temps c'est des vieilles personnes donc il était 19h30 passé, ils ont dit on ferme tout. Donc je suis allée chez les voisins et je leur ai dit que bah, voilà, j'étais le fameux bébé abandonné à Quéry-la-Motte, donc forcément ils se souvenaient de moi parce que bah, ça a été l'effervescence à ce moment-là quand on m'a retrouvée. Et tout de suite il a appelé Maurice et il lui a dit franchement reste bien assis parce que le bébé que tu as retrouvé il est dans mon salon et on arrive quoi. Et en fait, quand il m'a vu, bah, il m'a pris dans ses bras et il m'a dit bah, maintenant je peux mourir en paix. C'est le premier truc qu'il m'a dit. Donc je pense que c'était fort. Ouais. J'étais totalement déboussolée. C'est ma meilleure amie de l'époque qui parlait et moi j'attendais que le temps passe. Je m'occupais de mon chien et ouais, j'avais peur que ce soit un peu trop pour moi parce que je voulais retrouver, mais je pense que j'étais peut-être pas prête à retrouver, à avoir des informations. Et du coup, sur le coup, j'ai été un peu prise de court, mais maintenant ça va beaucoup mieux. Je suis contente de le revoir, Maurice, mais à l'époque, j'avais peur. En fait, il baladait son chien 2 fois par jour et il l'a baladé la première fois le matin, là où il a vu quelqu'un déposer un paquet orange, donc c'était moi parce que j'étais enveloppée dans un drap orange. Et ils sont rentrés et ils trouvaient ça bizarre et il était un peu tracassé, mais il s'est dit bon, c'est encore quelqu'un qui pose des déchets quoi. Et en fait, dans l'après-midi, son chien était hyper excité, surexcité, et en fait, Maurice aussi, il était un peu tracassé et là, il s'est dit bon, tant pis, on y retourne parce qu'il trouvait ça bizarre quoi, et c'est là qu'il m'a retrouvée. Enfin, c'est très compliqué parce que j'ai été abandonnée du coup dans la rue. C'est pas un accouchement sous X, y a pas de... À part Maurice qui a vu un homme en jean me déposer, ben, il n'y a pas de témoin. Donc en fait, on n'a rien du tout. Et du coup, j'ai engagé un détective en 2021, il me semble. Et du coup, là, ça fait 3 ans qu'il cherche, qu'il travaille sur mon dossier avec son équipe. C'est rien, à part que bon, bah, peut-être que mon père biologique est issu des gens du voyage, mais c'est la seule chose qu'on peut savoir. Alors quand je pense à mon adoption, je me dis toujours que j'ai eu la chance la plus inouïe au monde. Que j'aurais jamais pu rêver mieux que de tomber sur cette famille-là, dans cet environnement. Et je suis hyper reconnaissante en fait d'avoir eu la chance de tomber sur des parents aussi aimants et aussi attentionnés, parce que j'aurais très bien pu tomber ailleurs. Et du coup, je pense que j'ai vraiment beaucoup de chance. Mes parents ont toujours été là, toujours présents, toujours n'importe quelle heure de la journée, de la nuit, tout le temps. Ils sont tout le temps là et ils me soutiennent à fond dans mes recherches. Ils m'ont jamais dit qu'ils n'étaient pas d'accord ou que je devais me débrouiller toute seule. Non, pas du tout. Ils m'ont accompagnée quand j'ai voulu ouvrir mon dossier. Ils sont déjà venus manger un bout chez Maurice avec moi. Moi, je les aime. J'aime mes parents. Alors si je revoyais mes parents biologiques, je pense que je leur dirais que je leur en veux pas, que je veux pas m'immiscer dans leur vie, enfin je veux pas qu'ils pensent qu'en fait je veux venir et chambouler toute leur vie actuelle qu'ils ont, parce que je pense qu'ils ont créé peut-être une famille, ils ont eu leur propre aventure aussi, et je veux pas qu'ils pensent que je veux venir pour tout chambouler. Moi je veux juste avoir les réponses à mes questions, savoir si j'ai des frères et sœurs, et c'est tout, savoir pourquoi j'ai été abandonnée, qu'est-ce qui a bien pu se passer dans leur vie à cette époque pour en venir à cette décision. Mais c'est tout quoi, moi après je veux pas créer de lien particulier quoi, j'ai mes parents, ça me suffit. Alors toute mon histoire m'a totalement aidée à me construire en tant que femme. Le fait d'avoir été abandonnée, c'est quand même une énorme part de ma vie, donc c'est ce qui a fait ce que je suis devenue aujourd'hui. Malheureusement, être abandonnée à la naissance, bah, on n'est pas comme tout le monde. On est comme tout le monde, mais notre histoire est différente. Donc forcément, ça m'a fait devenir quelqu'un d'autre, entre guillemets, et j'aimerais pouvoir fermer cette page et ce livre carrément pour me dire maintenant, je suis la personne que je suis maintenant, mais je suis plus celle d'avant. J'ai été adopté à 1 an et demi et j'ai grandi à Fougères en Bretagne. Alors j'ai une sœur qui est elle aussi adoptée du Vietnam. À l'origine, je ne sais absolument rien de mes parents biologiques. 3 mois à peu près après la mort de mon père adoptif, j'ai lu sur internet qu'un jeune homme qui était exactement dans la même situation que moi avait retrouvé son père biologique aux États-Unis en faisant des tests ADN. Et là, ça a fait un déclic dans mon esprit. Je me suis dit, mais il faut absolument que je tente la même chose.
La première démarche, c'est de commander des tests ADN et l'idée c'est d'envoyer au maximum de sites de tests pour pouvoir avoir le maximum d'indices. Donc j'ai dû faire 4 ou 5 tests. J'ai voulu garder des traces de la découverte progressive de mes origines et donc du coup, je me suis filmé lorsque j'ai découvert le résultat avec ma femme. On va voir ce que ça donne exactement. Attention, c'est parti. Alors regarde, Asie du Sud-Est, évidemment. France. Et European. Et t'as vu, regarde. Ah ouais, ça c'est une vietnamienne. Hein. Il y a aussi vietnamien dans les... Il y a deux choses en fait. On découvre ce qu'on va appeler son mix ethnique, hein, c'est-à-dire quelles origines on a. Et moi en l'occurrence, il y avait cette partie asiatique, 50, et l'autre partie européenne, anglo-britannique, irlandaise, à 50%. Et la deuxième chose qu'on a, c'est tout un ensemble de relations avec des cousins qui sont des gens avec qui on partage un pourcentage d'ADN. Et moi j'ai découvert donc, que j'avais 800 cousins aux États-Unis. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais en correspondance permanente avec des cousines que j'ai retrouvées donc, par ces sites internet, et notamment une en particulier qui était très très forte en généalogie. Un jour m'a envoyé un message et elle m'a dit « On a quelqu'un qui correspond au mariage d'un monsieur X avec une madame Y que tu recherches ». J'ai retrouvé qui ça peut être et donc l'hypothèse la plus forte, c'est que cette personne était mon père. Après, elle m'a envoyé des photos de mon père, qui il était, qu'est-ce qu'il faisait dans la vie, etc. Donc en gros, j'ai quasiment tout appris sur lui en quelques minutes. J'ai découvert que cette personne, cet homme, a été militaire toute sa vie. Donc c'était une bonne raison de penser qu'il était au Vietnam au moment de la guerre du Vietnam. J'ai trouvé sa page Facebook, donc j'ai vu qu'il était encore en vie. Et donc, il ne restait qu'une solution pour en être absolument sûr, c'était de le contacter, c'est ce que j'ai fait. Is it possible to talk to Mr. James Collet, please? You're talking to him. Go ahead. Et là, du coup, j'ai pu dérouler ce que je voulais lui demander, c'est-à-dire lui expliquer petit à petit, progressivement, ce qu'il en était. We are related by genealogy. You understand that? You and I are related? Yes, yes, yes. We have Moi, je lui ai dit, je suis français, j'ai grandi en France, j'ai fait des recherches ADN récemment, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Il m'a dit, bravo, félicitations, vous avez résolu l'énigme, envoyez-moi une lettre et, avec des informations et je vous donnerai les informations que j'ai. Là, c'était assez froid, assez, on va dire, technique. Alors donc, je lui ai envoyé un courrier très précis en lui expliquant ma vie en France, etc., des photos de ma famille, de mes enfants. Donc dans mon courrier, je lui dis, si vous avez des informations médicales sur vos parents, vous-même, ça serait important que je les connaisse. Et évidemment, autre chose que je voulais savoir, c'est si il avait une idée de qui était ma mère. 15 jours, 3 semaines après, j'ai reçu une lettre de lui, et alors avec quelque chose là qui était très très fort pour moi, c'est-à-dire il m'a envoyé des photos de moi que je ne connaissais pas, c'est-à-dire des photos que ma mère lui avait envoyées où j'avais 1 mois. Moi, les premières photos que j'avais jusqu'à présent, j'avais 1 an et demi. Donc je ne m'étais jamais vu en photo à cet âge-là. Et peu de temps après, dans un deuxième courrier, il va m'envoyer des photos qu'il a conservées, 2 diapositives de ma mère. Je vois des traits communs, par exemple au niveau du visage. On voit tout de suite des similitudes, une ressemblance. Ça, c'est quelque chose qui m'a frappé immédiatement. Par exemple, la forme du nez qui ressemble très fortement. Là, c'est quelque chose de... ça arrive une fois dans sa vie, hein, et c'est effectivement un choc. En fait, c'est au-delà de mes espérances, puisque je découvre qui est mon père, je peux lui parler, et j'apprends qui est ma mère, il m'envoie des photos d'elle. Tout ça, je n'en avais aucune idée, je savais 0. Hein. Donc, quand on découvre tout ça en quelques mois, oui, c'est un peu choquant. J'imaginais que c'était un jeune homme, qu'il avait 17-18 ans, et qu'il avait eu une aventure avec une Vietnamienne sur place, et qui n'était même pas au courant qu'il avait un enfant. C'était absolument pas ça.
Dans son cas, ce que je découvre, c'est qu'il était déjà lieutenant à l'époque et il est déjà marié avec la même femme qui est toujours sa femme au moment où il m'écrit cette lettre. Il a conservé ces photos de ma mère et de moi pendant une quarantaine d'années sans que sa famille soit absolument au courant de rien. Là, moi-même, ça m'a soufflé, ça m'a stupéfié. Je me suis dit, en fait, c'est un militaire, il a compartimenté sa vie de manière extrêmement stricte et il y avait ce qui était de l'ordre voilà, de ses missions. Il est parti, il a fait pas mal de missions aux quatre coins du monde et puis sa vie privée. Et il ne mélangeait pas les deux. Pour ce qui est de ma mère, j'avais son nom vietnamien. J'ai recherché sur Facebook toutes les personnes qui avaient le même nom. Un jour, donc j'ai retrouvé son profil sur internet et la photo d'elle en photo de profil sur Facebook, c'était un copier-coller de la photo que j'avais d'elle il y a 40 ans. Donc quand je l'ai appelée, je lui ai dit « Je vous appelle de France, j'ai été adopté en France, j'ai fait des recherches ADN récemment et j'ai retrouvé mon père biologique américain qui m'a donné des informations sur la mère biologique que je recherche et selon ces informations, je pense que c'est vous. » Elle a été extrêmement émue, elle m'a dit qu'elle m'avait recherché toute sa vie, et en fait c'est une histoire assez compliquée. Elle est partie du Vietnam avec l'intention de me faire venir après avec elle aux États-Unis, et ça n'a jamais marché auprès des autorités vietnamiennes, donc après elle n'a jamais plus eu trace de moi. Et là, imaginez que ma mère vivait au soleil de Floride toutes ces années où moi j'étais en Bretagne et où mes sœurs ont grandi. Très vite, hein, on va avoir le désir avec ma mère de se voir. Au moment de l'arrivée à l'aéroport, on est un petit peu angoissé évidemment à ce moment-là de se dire voilà, je vais serrer ma mère dans mes bras pour la première fois. On arrive dans l'aéroport et on cherche où est ma mère et on voit des banderoles avec « Welcome », voilà, tout un ensemble de gens. Ma mère a fait venir des amis et de la famille. C'est le premier moment où on se voit véritablement, c'est un moment évidemment inoubliable qui n'arrive qu'une fois dans sa vie, on peut dire. On est resté 15 jours chez elle et puis donc on a fait le tour de la famille, des amis, etc. Ma mère était enchantée de me présenter à toutes ses connaissances, donc voilà, on a fait le tour des gens qu'elle connaissait. Ce qui est aussi très très fort, c'est que je vais rencontrer Jerry, qui est celui qui aurait pu être mon père et qui avait prévu de m'adopter et de partir avec lui aux États-Unis. Donc ça, ouais, c'est vraiment un moment extrêmement fort de le rencontrer. Alors je devais m'appeler Jerry Berkheimer Jr. Mon nom vietnamien, c'est Dang Viet My, et ça veut dire Dang, c'est le nom de famille de ma mère, et Viet, ça veut dire vietnamien, My, ça veut dire américain. Alors malheureusement, mon père biologique est décédé il y a quelques temps. Ouais. Autant que je le sache, sa femme n'est toujours pas au courant. Par contre, ses enfants le sont. Et ils m'ont contacté. Mais voilà, on va dire que ça reste très compliqué parce qu'évidemment, ils ont un grand respect pour leur mère. Dans cette histoire, ce qui est assez incroyable, c'est de se dire que moi, mon destin, il a tenu à vraiment un papier des autorités vietnamiennes. Il rajoutait un tampon à un moment sur un document et je ne grandissais pas en Bretagne, mais en Floride. En 2016, je suis sur Facebook, je tombe sur ce profil et vraiment une très belle femme, élancée, très classe, donc je décide tout simplement de l'ajouter. On commence à parler, il y a un feeling qui se fait assez rapidement parce qu'on a les mêmes envies. Elle me dit qu'elle est infirmière, qu'elle gagne bien sa vie. De fil en aiguille, il y a une complicité qui se crée et on décide de se voir tout simplement. La première rencontre, forcément, elle est magique parce que déjà, physiquement, c'est une très belle femme, tout se passe naturellement, donc tout débute très très bien. Au début, c'est vrai que je lui faisais la confiance les yeux fermés, parce que je suis quelqu'un d'assez naïf, et assez rapidement, j'ai découvert des petits mensonges.
Alors déjà, j'ai vu qu'elle adorait plaire, elle se mettait en avant alors qu'elle m'a dit qu'elle était plutôt de nature discrète. Je voyais beaucoup d'argent en liquide, donc forcément une infirmière, ça n'a pas forcément d'argent en liquide. Et puis après, je me suis rendu compte assez vite que finalement elle n'était pas la personne qu'elle prétendait être. J'ai pris son téléphone portable parce que j'avais des doutes. Et j'ai vu qu'elle avait des messages de bar à champagne et ce genre de choses, quoi. En fait, elle m'avoue qu'elle était Sarah, escorte de luxe. Elle n'était pas Sarah infirmière, la femme dont j'avais rêvé. Quand je la confronte, finalement, elle nie pas la vérité, quoi. Elle dit oui, c'est vrai, mais voilà, j'avais honte de le dire. Et elle se sent un peu bête, quoi. Elle a envie de rester avec moi, elle me fait des déclarations enflammées, elle me dit que c'est vraiment moi la personne avec qui elle a envie d'être, qu'on a loué quelque chose de fort. Et forcément, malgré tout, ça me fait quand même réfléchir, quoi. En fait, je lui ai demandé d'arrêter ses activités, je n'ai pas laissé le choix parce que sinon c'était la fin de la relation. Finalement, on décide de se laisser une chance quand même, malgré le mensonge, et de repartir sur une base de vérité. Et j'arrive à lui faire entreprendre des démarches pour trouver un travail. Et donc du coup, on va dire que l'avenir, on peut commencer à parler d'avenir à ce moment-là. Assez rapidement, on décide d'emménager ensemble. Mon rêve, c'est d'être papa. Ça pouvait arriver, quoi. Je me suis toujours dit de toute façon dans ma vie que ce soit avec elle ou n'importe qui, si ça arrive et on prendra la décision en fonction de ce qui se passe, quoi. Au bout d'1 an de relation, elle m'annonce qu'elle est enceinte. Et à ce moment-là, je suis le plus heureux des hommes parce que c'était mon rêve. Finalement, la situation, elle est stabilisée, je me sens bien avec elle. Donc je me dis que vraiment, on est parti pour toute notre vie ensemble, quoi. Ma fille, elle naît le 1er juin 2017. Il y a énormément d'émotions. Tout de suite, je la prends dans mes bras, donc on va dire que la connexion se fait instantanément. Et voilà, c'est un des plus beaux jours de ma vie. Le fait d'être papa pour la première fois, c'est une fierté, c'est un accomplissement personnel, et ça donne aussi un sens à ma vie, tout simplement. Au bout de 3-4 mois, alors que tout se passe bien, je découvre que ma fille commence à devenir métisse et avoir des cheveux crépus. Ça me fait vraiment un choc parce que je me dis que c'est pas possible, quoi, parce que moi je suis blanc, elle est blanche, moi j'ai pas d'antécédents dans la famille, elle a priori non plus. Quand je commence à avoir des doutes, j'en parle à ma compagne, mais elle me dit que je suis fou, elle me dit que c'est n'importe quoi, elle me fait passer pour un fou, quoi. J'essaie encore de trouver des excuses ou des solutions pour me dire que en fait ce que je vis c'est pas vrai. Je me dis que peut-être je me trompe et peut-être que c'est un hasard aussi. J'ai pris quelques semaines de recul par rapport à la situation. Elle part chez ses parents et moi pendant ce temps-là en fait j'envoie un test ADN parce qu'en fait en France c'est pas légal, donc il faut le faire à l'étranger et j'envoie ça en Angleterre. Le résultat arrive. Effectivement il s'avère que c'est pas moi le père de l'enfant, quoi. Quand je découvre ça, c'est un choc, je commence à pleurer, et moi je suis tout seul, quoi. Quand je reçois les résultats et j'ai l'impression d'être sur le canapé et j'ai l'impression d'être assommé, quoi. J'ai l'impression que tout s'écroule, quoi. Elle m'avoue qu'Eleanor est la fille d'un de ses clients, enfin, c'est ce qu'elle pense en tout cas. Je suis assez choqué. D'un autre côté, je me dis que c'est mieux parce que je me dis que si c'est un de ses clients, il va jamais chercher après, quoi. Je me dis qu'il va peut-être même jamais le savoir. Au début, j'ai essayé de le retrouver pour savoir déjà si elle me disait la vérité, si c'était vraiment un client ou alors une relation qu'elle a eue. Et puis après, j'ai laissé tomber. J'ai dit de toute façon, s'il doit réapparaître, il réapparaîtra et ça sera comme ça. Il arrive qu'à un moment donné où il faut prendre une décision parce que l'enfant il est là, il demande après moi, moi elle me manque aussi, qu'est-ce que je fais, quoi? Je décide du coup de considérer Eleanor comme ma fille, vraiment, malgré qu'elle ne soit pas de mon sang. Quand on prend l'âme, on prend les branches, et puis vu que j'ai quand même malgré tout des sentiments pour Sarah, je décide de reprendre tout le monde à la maison, quoi. J'avais pas peur de m'autoriser à l'aimer parce que je l'aimais déjà, mais j'avais peur de me sentir coupable si je l'abandonnais. J'avais peur de regretter mon choix et je ne savais pas comment gérer la situation. Après, pendant plusieurs mois, en fait, finalement, tout se passe bien puisqu'on se dit qu'il y a des problèmes dans toutes les familles, dans tous les couples et qu'on va réussir à surmonter ça ensemble. Mais voilà, en 2019-2020 à peu près, on se sépare avec Sarah.
Aujourd'hui, ma fille, elle a 7 ans, tout se passe bien. Elle est à l'école, elle est en CE1 et elle est épanouie. À l'école, les gens sont assez moqueurs et ça commence très tôt. Les gens lui ont demandé très tôt pourquoi elle était métisse alors que son papa et sa maman étaient blanches. Moi, je lui ai dit la vérité, je lui ai dit que j'étais son papa de cœur et que c'était pas moi qui avais mis la petite graine dans maman. Mais après, pour elle, ça change rien, quoi. Pour elle, elle vit le truc. Après, je pense que plus tard, effectivement, quand elle aura 15 ou 16 ans, elle posera des questions beaucoup plus pointues, je pense. Forcément, j'ai peur que quelqu'un revendique ma fille, même encore aujourd'hui, même si de façon légale, elle ne peut plus le faire. Si un jour elle retrouvait son père biologique, forcément, ça serait un bouleversement dans sa vie. Et déjà que sa vie est compliquée et qu'aujourd'hui, on a trouvé l'équilibre, j'ai pas envie que tout l'équilibre que j'ai créé parte en fumée. Quoi qu'il arrive, peu importe ses décisions, moi j'aurais fait ce qui était le meilleur pour elle. Et j'espère que ça continuera comme ça et qu'elle va grandir et s'épanouir dans la vie.